chaude journée au front ce 4 novembre, une grande bataille a été livrée dans la Boko du Mouhoun. La ville de Biba, reconquise et à nouveau habitée, a été attaquée par des centaines de terroristes. Une rude bataille livrée par les forces au sol et les vecteurs aériens qui les ont verrouillés et frappés. Du renfort dans les rangs des agents des eaux et forêts, plus de 200 élèves de l'École nationale des eaux et forêts viennent de boucler leur formation et aptes à servir avec dévouement. Ils ont pris pour nom de baptême engagement patriotique. Nous irons à Bobo du Lasso pour leur sortie de promotion. 1 million de francs CFA en espèces, une bourse d'études scolaires, 2 millions, une moto, un trophée et plus encore. Simon Sawadgo, lauréat de Prodige 2023 de la RTB, est entré en possession de son prix. Les autres challengers ne sont pas repartis les mains vides. La composition de leur lot dans quelques minutes. Et le Burkina qui arrache sa 6e victoire d'étape au 34e Tour du Faso. Bourema Nana a remporté la 9e étape. Bobo Dioulasso, longue de 126,7 km. Paul Daumont, lui, est toujours vêtu en jaune. Les points chauds sont à découvrir en fin d'édition. Voici décliné le fil conducteur. Madame, Monsieur, bonsoir. La nation les appelle et ils ont répondu présent car désormais prêts à aller sur le terrain et servir avec dévouement. L'École nationale des eaux et forêts vient de livrer sa 63e cuvée, 268 stagiaires formés avec rigueur et gonflés à bloc pour relever les défis. Leur nom de baptême, engagement patriotique donné par le Premier ministre. Betty Bien-Naon et Ali Traoré nous en parlent. Engagement patriotique. C'est le nom de baptême de la 63e promotion des forestiers environnementalistes de l'École nationale des eaux et forêts. Après 2 années passées dans ce centre à apprendre les notions militaires et des notions en lien avec la protection de l'environnement, ces 268 stagiaires sont aptes à porter ces épaulettes qui leur donnent droit d'appartenir à la grande famille de cette entité. Cette formation jalonnée d'une série d'exercices militaires, de mise à condition opérationnelle pour les élèves professionnels et d'initiation à la vie militaire pour les stagiaires issus des concours directs, nous a permis d'acquérir des connaissances militaires soutenues, de cultiver l'esprit d'équipe nécessaire pour l'exercice du commandement au sein du corps des eaux et forêts dont nous sommes appelés à servir dans les jours à venir. La spécialité, il faut qu'à l'heure actuelle, nos curricula sont réadaptés chaque année, pour faire en sorte que nous puissions adapter notre formation aux besoins du moment, à la réalité du terrain. Vous savez, nous avons des collègues sur le terrain et il y a des retours de ceux qui vivent comme difficultés. Nous prenons ça rapidement en compte pour faire en sorte que ceux qui vont repartir sur le terrain ne connaissent plus ces difficultés-là. Cette fin de formation intervient dans un contexte marqué par les attaques terroristes qui influent sur l'équilibre de l'environnement, d'où le thème préservation de l'environnement dans un contexte d'insécurité nationale, enjeux et perspectives. Nous sommes comblés pour 2 faits. Le premier fait, c'est une sortie de cohortes qui vont contribuer de manière significative à la préservation de l'environnement dans le contexte que nous connaissons. Ils sont plus de 268. Nous sommes également contents parce que nous montons en puissance. On nous a donné comme une mission la reconquête du territoire, notamment la sécurisation des aires protégées. À travers le défilé, vous avez vu que nous sommes prêts à aller au front. Et cela s'annonce avec la rentrée prochaine de 1950 éléments qui ont été recrutés pour constituer une barrière forte à l'avancée du terrorisme dans notre pays. Nous leur lançons tout simplement beaucoup d'encouragement, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagement patriotique. De toute façon, c'est le nom de leur promotion, de faire en sorte que dans un an tout au plus, notre pays puisse revivre et toucher du doigt de façon très victorieuse la paix sociale, pour pouvoir aborder le progrès social véritable. Des souhaits qui devraient très vite se réaliser au regard de la démonstration des connaissances qui ont été acquises durant la formation. La parade militaire, la signature du livre d'or et une plantation d'arbres par le Premier ministre sont les autres temps forts de cette cérémonie de fin de formation. Des voix s'élèvent encore pour soutenir la transition en cours au Burkina. Ce jour, 4 novembre, les populations de la commune de Garango étaient dans les rues pour une marche suivie de meetings. Elles acclament les actions de développement et de libération du territoire. Dans la foulée, elles ont exprimé soutien et compassion à l'endroit des personnes déplacées internes, donné des moyens roulants aux VDP communaux et apporté leur contribution au fonds de soutien patriotique. On regarde de près avec Aimé Douamba et Bernard Diasso.
Elles sont nombreuses. Ces forces vives de la commune de Garango a rallié la brigade de gendarmerie au rond-point de Garango pour ainsi répondre à l'appel à la solidarité et au patriotisme du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous avons collecté les fonds et aujourd'hui c'est l'apothéose. Nous avons décidé d'organiser une marche de soutien à la transition. Et après cette marche que nous avons organisé cette cérémonie pour remettre les fonds que nous avons pu collecter. Cette marche de soutien aux autorités de la transition, qui est l'aboutissement d'un travail collectif des filles et fils de la commune de Garango, a servi de cadre pour remettre 5 motos de type Aloba aux VDP communaux, 1 tonne de riz et 100 litres d'huile aux personnes déplacées internes de la localité et 4 500 000 francs CFA en espèces aux autorités comme contribution au fonds de soutien patriotique à l'effort de paix. Notre fierté est d'autant plus grande car ces dons au profit des personnes déplacées internes et des volontaires pour la défense de la patrie viendront galvaniser les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui patrouillent nuit et jour sans relâche à la recherche de cette paix jadis reconnue dans notre pays. En début de cérémonie, tout comme à la fin, le comité communal de soutien au gouvernement de la transition a prié pour le repos des âmes de toutes les victimes des attaques terroristes au Burkina. Les organisateurs ont également remis un accoutrement traditionnel bissa, un arc muni de carquois et de flèches et un panier d'arachides à transmettre au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Rencontre nationale dite table ronde, nouvelle génération du Burkina, une idée plutôt originale d'une plateforme d'OSC pour rassembler les Burkinabés autour de la situation du pays, la libération et la refondation du Burkina Faso. Les réflexions sont orientées vers les fondamentaux d'une jeunesse consciente, dynamique et engagée autour de la transition. Le film de l'ouverture porte la griffe de Amara Ilboudo et Jérôme Tendano. Le rôle de la jeunesse dans la refondation du Burkina interrogé à cette table ronde. La démarche est commune à un consortium d'organisations de la société civile Nouvelle Génération Burkina Faso. Participation, inclusion, représentativité, ce cadre se positionne en force de proposition aux côtés des autorités de la transition. Un Burkina qui incarne le rêve de ses filles et fils, c'est leur ambition. Malgré l'enthousiasme et le soutien populaire à la transition, le défi de vérifier une intelligence collective, générationnelle est impératif et cela s'opérera qu'à travers le renforcement de notre capacité organisationnelle à l'échelle nationale, voire même au-delà. Des participants venus des 13 régions du Burkina. Faire de l'avenir du pays une priorité absolue pour chaque citoyen, tous saluent une prise de conscience de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit que les jeunes ont décidé de s'engager, de s'intéresser à la gouvernance politique, de s'intéresser au pouvoir de la transition, de prendre leur destin en main. Quoi de plus normal, parce que c'est leur destin qui se joue à travers cette transition-là. Donc, que les jeunes s'impliquent, c'est tout à fait normal. On a entrepris de déchiqueter notre pays. Est-ce que nous devons accepter ça? Sauf si nous ne sommes pas des patriotes. Sauf si nous n'avons pas foi à la lutte des ancêtres. Si nous sommes conscients qu'il y a un seul pays pour nous et personne ne viendra défendre ce pays à notre place, il implique que nous nous levions et que nous nous battions jusqu'à la mort. 2 jours de réflexion, de partage et de propositions, il est attendu un mémorandum à transmettre aux autorités de la transition pour des actions éclairées avec la jeunesse comme acteur de premier plan dans la construction du Burkina de demain. Et sur les chantiers de la mise en œuvre de la politique d'enseignement scientifique, le ministre en charge de l'éducation et ses proches collaborateurs ont fait le tour des investissements du gouvernement burkinabé dans les arrondissements 4 et 5 de Ouagadougou. Ils ont pris connaissance de l'avancement des travaux de construction d'écoles scientifiques. Leurs impressions dans ce compte-rendu de Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Le lycée scientifique régional Nyoko 2 et COSIAM Jesuit University of Science, COJUS, 2 lycées scientifiques en plein travaux de construction, tous opérationnels d'ici le 31 décembre 2023. Ce sont les assurances données par les chefs de chantier au ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales,
en visite sur ces différents sites. Ici, au lycée scientifique régional de Nioko 2, les travaux sont à un niveau satisfaisant. Nous sommes en salle de finition et tous les bâtiments sont tollés et on est en train de préparer le dallage à l'exception du labo. Donc, on a préféré commencer par les paillages des labos avant de démarrer proprement même l'ouvrage en tant que tel. Donc là aussi on a fixé les platines et les tôles sont déjà prêtes et la charpente. Ici, nous sommes dans l'arrondissement de Bogodougou sur l'un des projets majeurs du gouvernement burkinabé en matière d'enseignement scientifique, entrepreneurial et de développement durable, COSIAM Jesuit University of Science, COJUS. 4 mois après son premier passage, le ministre Joseph André Ouedraogo revient sur ses pas. En juillet dernier, lorsque nous venions ici, nous avons remonté les bretelles de certains entrepreneurs parce que le constat était alarmant. 4 mois après, force est de reconnaître que les choses ont bougé dans le bon sens. C'est le lieu pour moi encore de réitérer mon appel à l'ensemble des entrepreneurs pour que désormais les chantiers se terminent dans les délais. Message sans embâche du chef du département de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales qui oblige les différents acteurs à prendre des engagements pour une diligence dans l'exécution des travaux. Un nouveau cadre de commerce pour l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso, c'est le patron du département de l'économie et des finances en personne qui a procédé à l'ouverture officielle du marché du secteur 5 de la commune, une infrastructure marchande qui vient répondre aux problèmes d'occupation anarchique des rues par les commerçants. Betty Naon et Adaman Julien Dambélé pour les échos de l'ouverture. L'infrastructure a coûté plus de 3 milliards de francs CFA pour environ 22 mois d'exécution. Aujourd'hui, le marché du secteur 25 à 6 à l'arrondissement numéro 5 de Bobo-Dioulasso est fin prêt et opérationnel. Le joyau est inauguré officiellement ici par le ministre en charge de l'économie, accompagné des autorités régionales et communales. C'est un projet entièrement réalisé en mode partenariat public-privé, PPP. Il fallait d'abord susciter un intérêt au sein des acteurs économiques. Et c'est ce qui a été en réalité l'élément motivant pour l'entreprise et pour la banque pour financer en tout cas la réalisation de l'infrastructure. Le développement endogène, c'est ce que nous prenons et nous pensons que c'est un bel exemple ici parce que finalement c'est l'exploitation du marché qui permettra de rembourser donc les montants qui ont été investis et nous pensons que c'est des types d'exemples comme ça qu'il faut multiplier parce qu'aujourd'hui nous avons décidé de compter sur nos propres forces. Bâtie sur une superficie de 18 539 mètres carrés, cette infrastructure marchande compte près de 1500 emplacements répartis en différents types de boutiques et de hangars d'étalage, de locaux administratifs et de latrines, entre autres. D'un intérêt stratégique, ce marché moderne vient pallier le problème d'occupation anarchique des rues du secteur. C'était un peu délicat. On était sur la trame verte là, donc c'est pas pour nous, c'est pour les jardiniers. Avec ce marché, tout est résolu même. Là où elles étaient, vraiment il n'y avait pas de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est bien construit, structuré, donc ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent et les marchandises sont en sécurité. Actuellement, la gestion de ce marché est confiée au groupement d'entreprises Burkinbi Construction, le maître d'ouvrage de l'infrastructure pour une exploitation de 5 ans. Une fois ce délai épuisé, le marché sera rétrocédé à la commune de Bobo-Dioulasso, conformément au principe du partenariat public-privé. Nous restons dans la ville de Sia pour évoquer cette fois la deuxième édition des Journées nationales de l'aviculture de Bobo. Les acteurs s'offrent alors un cadre pour promouvoir l'aviculture et se donner des idées pour booster le secteur. Un rendez-vous du donner et du recevoir d'où il est attendu des objectifs bien définis. Sur les grandes articulations de l'événement, nous écoutons Betty Naon et Adaman Julien Dambélé. Paris tenu en 2023 après 2 années de rendez-vous manqués. Ces acteurs de la chaîne de valeur de l'aviculture moderne burkinabé sont réunis ici dans la ville de Sia à la faveur de la deuxième édition des Journées nationales de l'aviculture de Bobo, Jabo. En 48 heures, ils doivent dresser l'état des lieux de leur secteur en vue de dégager des perspectives
pour sa redynamisation. Au niveau de l'aviculture, on a plus de 46 millions de volailles. Donc c'est un sous-secteur de l'élevage qui est pourvoyeur de revenus et d'emplois pour l'ensemble de la population. La deuxième édition se déroule cette année en 2023. Sera l'occasion pour l'ensemble des acteurs clés de la filière de se retrouver, d'échanger, de faire des propositions, de faire des partages d'expériences afin que nous puissions trouver des solutions pour accompagner la filière. Entre contraintes sanitaires, alimentaires et surtout organisationnelles, l'interprofession de l'aviculture traverse des moments difficiles au Burkina Faso, d'où l'intérêt de cette rencontre qui permettra des échanges francs entre acteurs clés de ce sous-secteur de l'élevage. Nous allons avoir des échanges en panel. Ils vont consister à avoir des thématiques pour faire le point des situations à travers les différents maillons de notre aviculture. Production de poussins, production d'aliments, élevage, transformation, santé aviaire au Burkina. Et le deuxième thème de panel, ce serait lié au financement, afin d'avoir des axes de développement en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Ça veut dire l'État, les structures de financement, les acteurs eux-mêmes. Ce cadre se veut également une vitrine de promotion des produits issus de l'aviculture. Des stands d'exposition-vente sont dressés à cet effet pour permettre un réseautage des entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur et favoriser des opportunités d'affaires. C'est Genève qui nous accueille maintenant. La situation des droits de l'homme au Burkina y sera examinée pour la 4e fois, et cela dans le cadre de la 44e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La délégation du Burkina est déjà sur place. Mieux, elle prépare activement à répondre aux questions de la centaine d'États qui s'interrogent sur l'évolution de la situation des droits humains dans un Burkina en situation de crise sécuritaire. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Genève, Sébastien Zongo. Des échanges sur des contenus de documents avec une attention particulière sur les mots et les expressions utilisées. C'est une séance de travail du comité multisectoriel d'experts burkinabais qui prépare le passage du Burkina Faso à la 44e session de l'examen périodique universel. Un processus d'évaluation par les pairs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui permet à chaque pays de présenter ses progrès en matière de promotion et de protection des droits humains. Il s'agit aussi de présenter les défis et les acquis dans la prise en compte des recommandations du cycle de 2018. Malgré le contexte de lutte contre le terrorisme qui est le nôtre au niveau du Burkina Faso, nous sommes à un taux de mise en œuvre des recommandations de 88%. Et nous pensons que c'est un très bon taux. Il y a eu le contexte de la lutte contre le terrorisme, il y a également eu le contexte de la Covid-19 et malgré cela, nous pensons que le taux de mise en œuvre des recommandations est très rassurant. Changement de dispositif avec l'arrivée du ministre en charge de la justice et des droits humains, accompagné de l'ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève. Ils sont venus prendre le pouls des travaux préparatoires à cette instance qui enregistre une centaine de pays inscrits pour adresser des questions au Burkina Faso. La situation que nous vivons actuellement dans notre pays, telle que vue de très loin, a besoin d'une approche beaucoup plus contextualisée. Et notre présence ici à Genève va permettre effectivement aux partenaires du Burkina Faso de comprendre quelle est notre situation réelle, quels sont les efforts qui sont faits par les autorités dans le domaine de la promotion, de la protection des droits humains. Séance tenante, la délégation burkinabé reçoit la visite de la directrice exécutive de l'UPR Info, première organisation non gouvernementale entièrement dédiée à l'EPU. Elle est venue partager des éléments d'information pour accompagner la réussite du Burkina Faso à son 4e cycle d'évaluation périodique universelle prévu pour ce lundi 6 novembre. Sur place, au Burkina, la RTB poursuit le déroulé de son programme pour marquer d'une pierre blanche ses 60 ans de service public. Rappelez-vous, il y a à peine 2 jours, une convention de partenariat a été signée entre la RTB, l'Office de radio et télévision du Mali et l'Office de radio-télévision du Niger,
Dans leur volonté de relever ensemble les défis communs en matière de communication, eh bien, les directeurs généraux de la RTB et de l'ORTM ont longuement échangé sur la mise en œuvre concrète de ce partenariat, comme nous rapporte Sila Sinawatara et Maïmouna Traoré. Aussitôt la convention de partenariat signée, les directeurs généraux de la radio-diffusion-télévision du Burkina et de l'Office de radio et télévision du Mali se sont mis à la tâche. Cette séance de travail leur a permis d'échanger sur son opérationnalisation, notamment sur les éléments de contenu. Et selon les deux parties, des pistes assez intéressantes ont été identifiées. Ça a été une fructueuse séance de travail qui nous a permis véritablement de comprendre par exemple comment les initiatives sont développées au niveau de l'ORTM dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. Alors nous avons véritablement eu en tout cas des enseignements par rapport à ces initiatives-là qui nous permettent de dire qu'il y a des choses qu'on peut implémenter au Burkina Faso. Nous avons également échangé sur les possibilités en termes de production. Possibilités financières, mais possibilités également en termes de sujets à traiter. On sent cette volonté au niveau des directeurs techniques de nous proposer quelque chose très rapidement. Et comme il l'a dit, après la signature de notre concert de la RTN du Niger, nous allons essayer d'avancer très rapidement pour que le document signé puisse vraiment être matérialisé à travers des productions, des coproductions, à travers des émissions. Il y a beaucoup d'idées, ça foisonne, et on espère que vraiment tout cela va rentrer dans l'ordre, dans un canevas qui nous sera proposé très prochainement, et nous espérons que la prochaine rencontre à Bamako va nous permettre d'avancer très rapidement sur le dossier qu'on vient de signer. Réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se donner la main pour relever les défis qui se présentent à eux. Et cette convention de partenariat entre les trois médias en est la concrétisation dans le volet communication. Une excursion touristique sur le site de sculpture de Lango et le mémorial Thomas Sankara était aussi au programme du jubilé de diamant de la RTB. Y ont pris part la délégation de l'Office de radio et télévision du Mali qui a eu l'honneur de visiter un pan des richesses touristiques de la capitale burkinabé. Urbain Benito Somé et Chantal Ouedraogo. Randonnée touristique sur le site d'exposition des sculptures du monde. Les responsables de la RTB et leurs hôtes de l'Office radio et télévision du Mali parcourent les créativités des artistes sculpteurs burkinabés d'Afrique et d'Europe. Une mosaïque de représentation de la vie, des pratiques, des valeurs et du rêve africain qui s'exprime sur ce lieu. Les visiteurs restent tout simplement admiratifs devant les chefs-d'œuvre de Lango. Nous venons vraiment de visiter un musée à ciel ouvert, un musée qui retrace beaucoup d'histoires. Mais ce qu'il est important de noter ici, c'est vraiment l'expression libre. Parce qu'on a vu des sculptures d'artistes de la France, de l'Algérie, du continent africain, du Mali, du Burkina. Bref, c'est vraiment un multiport qu'on a vu ici, mais vraiment qui retrace un peu notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde, mais avec beaucoup de philosophie aussi. Et ce qui m'a surtout impressionné, c'est que nous sommes dans un décor naturel qui dégage une essence formidable. Et j'avoue que j'ai été très impressionné par ce voyage ici à Lango. Après Lango, passage obligé sur ce site hautement symbolique. Les visiteurs rendent ici hommage au père de la Révolution et héros de la nation burkinabé. Et cette visite guidée du mémorial Thomas Sankara pour se remémorer sa vie et son combat pour la liberté et la souveraineté de l'Afrique. Le guide explique aussi aux visiteurs le projet de construction du mausolée qui sera consacré à la promotion de l'héritage politique du président Thomas Sankara. Cette sortie touristique vient encore enrichir le séjour de l'équipe dirigeante de l'ORTM au Burkina. Et la journée se termine avec cette visite à la radio nationale.
Et le dernier acte de la deuxième édition de l'émission de divertissement sur la RTB, Prodige, a été posé. Comme promis, les lauréats ont reçu leur prix, des lots en nature et en espèces, pour gratifier le grand talent des candidats. C'était dans les locaux de votre télévision, en présence du premier responsable et ses collaborateurs. On en parle avec Rasmane Zondi, Moumouni Wanga et Moussaki. Simon Ouedraogo, vainqueur de l'émission Prodige 2023, entre en possession de son lot des mains du directeur général de la RTB. Un trophée, une somme d'1 million de francs CFA, une bourse d'études d'une valeur d'1 million de francs CFA également, une moto et un poste téléviseur. Je suis vraiment content parce que j'ai pu obtenir les différents prix. Vraiment, je suis content de la RTB. Je ne sais quoi dire, je suis vraiment content. Merci, Prodige. Paris gagné une fois de plus pour la nationale de l'image et du son à travers cette deuxième édition de l'émission Prodige. Au-delà des prix, les initiateurs retiennent la portée des messages véhiculés. Aujourd'hui, en tout cas, la RTB a rempli sa part de contrat. Vous avez vu qu'on a pu remettre ces lots aux gagnants ce soir. Mais ce qui est plus important, c'est le message qui est passé hier, le message des jeunes à l'endroit de leurs camarades jeunes sur la situation sécuritaire. C'est vraiment pour cela que nous avons lancé Prodige. Et c'est cela vraiment le plus important parce que pour nous, tout le monde est gagnant aujourd'hui. La profondeur des textes nous a particulièrement émerveillés. Et nous tenons à dire merci à toute la team d'encadrement de Prodige. Et nous voulons d'une manière particulière dire merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette belle aventure. Nous espérons les compter plus nombreux la saison suivante. Mais en attendant, nous les attendons pour de meilleures opportunités de visibilité sur la chaîne au cœur des grands événements. La deuxième reçoit la somme de 750 000 francs CFA, une bourse d'études d'une valeur d'1 million de francs CFA, plus une moto. 500 000 francs CFA, un ordinateur et un smartphone pour le troisième. La quatrième gagnante repart avec 250 000 francs CFA, un poste téléviseur et un smartphone. Quant au cinquième, lui reçoit un poste téléviseur et une somme de 200 000 francs CFA. L'élément étant prêt, nous prenons la direction Boukou du Mouhoun pour les dernières nouvelles du front. La paisible ville de Biba, reconquise par nos forces combattantes, a été attaquée par des terroristes. La bataille a été rude. Les terroristes se comptaient par centaines, mais la détermination de nos forces combattantes était encore plus forte. Biba, Lanfira, Mouara, Grand, aucun répit pour l'ennemi. Une grande victoire au compteur de nos FDS et bon à savoir, les terroristes qui ont réussi à franchir la frontière ont été chaleureusement accueillis par les vecteurs aériens. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Ce jour, 4 novembre, aux environs de 5 h du matin, une grande bataille a eu lieu dans la boucle du Moun. Biba, cette ville reconquise où les combattants veillent sur les populations paisibles, a été attaquée par plusieurs centaines de terroristes venus à moto et véhicules de combat. Les vaillants combattants ont livré une rude bataille au sol avant l'entrée en action des vecteurs aériens des forces armées nationales. Cible acquise très vite, mais comme si l'ennemi est alerté du danger dans le ciel, il rompt immédiatement le contact et prend plusieurs directions en s'échappant. Les véhicules de combat se mettent sur plusieurs itinéraires et filent vers la frontière. Peine perdue. Plusieurs vecteurs se lancent également dans la bataille.
Ils sont verrouillés tour à tour et frappés jusqu'à destruction totale. Ceux qui s'échappaient vers l'Amphira sur leur moto sont également verrouillés. La bataille s'engage au carrefour de Moiragra. Un premier groupe est décimé à ce point précis. Une frappe chirurgicale sur plusieurs motos les met hors d'état de nuire. Les autres, qui s'étaient camouflés dans les bâtiments de ce village abandonné, vont sortir quelques heures plus tard pour compter et rassembler leurs cadavres, récupérer des blessés vers un hangar pour des soins. Le spectacle est bien suivi. Une fois dans leur cachette avec leurs blessés en grand nombre, un missile les décime totalement. Un autre groupe qui avait pu franchir la frontière sera remis aux vecteurs amis du Mali pour la suite du travail vers Baye. Nos vecteurs aériens, après plusieurs frappes, scrutent toute la zone à la recherche de criminels résiduels et font le constat de cadavres terroristes qui jonchent le sol et les carcasses de véhicules détruits. Les opérations se poursuivent. Voilà pour cette grande victoire du jour de nos forces combattantes. Et dans la suite de ce 20h, plusieurs entrepreneurs bénéficient de l'accompagnement du projet de résilience et de la compétitivité agricole PRECA, financé par la Banque mondiale. Vous le verrez en image, leur travail force l'admiration. C'était d'ailleurs les impressions du coordinateur du PRECA et du principal bailleur de fonds qui ont visité plusieurs entreprises bénéficiaires. Isiaka Nana était témoin. Kéros Agro SAS, première étape
de la visite terrain des bénéficiaires du projet de résilience et de la compétitivité agricole PRECA. Unité artisanale de production de produits céréaliers à sa création, Kéros Agro SAS se transforme aujourd'hui en unité industrielle. Une industrie dotée d'équipements de pointe et ce, grâce à un appui financier à hauteur de 10 millions de francs CFA et un accompagnement technique du PRECA. C'est l'agent du PRECA qui m'a donné le tonus pour me permettre de mobiliser toutes ces ressources complémentaires là, voilà, pour pouvoir acquérir cette usine. Une subvention de près de 35 millions de francs CFA et un accompagnement technique, voilà ce dont a bénéficié également Inoussa Sorgo. Un appui financier qui lui a permis de renforcer son unité de transformation d'épices et d'accroître surtout sa capacité de production. On a reçu des broyeurs haut débit, on a reçu des mélangeurs remplisseurs, on a reçu des ensacheuses haut débit et quelques équipements d'analyse biochimique et d'analyse physico-chimique. Un accompagnement dont se réjouit également Dame Marie-Josée Fazondi. Avec la subvention de près de 42 millions de francs CFA reçus du PRECA, son unité de transformation de farine infantile instantanée et compléments alimentaires à base de maïs tourne à plein régime. J'ai reçu un accompagnement technique, la formation sur les passations de marché et cela même va me permettre de monter mes DAO parce que je fais les marchés de l'État. Le résultat est très satisfaisant au regard des témoignages que les bénéficiaires ont déjà même dit et les résultats que nous avons visités sur le terrain en termes de réalisation, d'investissement. Et donc pour nous, c'est un motif de satisfaction. Le PRECA est un projet intégré de soutien à la transformation structurelle du secteur rural. Financé par la Banque mondiale à plus de 100 milliards de francs CFA, il entend ainsi accroître la productivité et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petits et moyens entrepreneurs agro-industriels. Un coup de projecteur ce soir sur le domaine du froid et climatisation. La 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou se déroule depuis ce 2 novembre sur le site du CIAO. L'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation veut donner plus de dynamisme au secteur. Une quinzaine de pays se tiennent à leur côté pour le 3e cycle. On assiste donc à la cérémonie d'ouverture avec Franck Ouedraogo et Sékou Zongo. Le CICRO, le Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou, s'ouvre pour la 3e fois successive aux professionnels, acteurs du froid et au public. Cette édition du CICRO entend contribuer à la vulgarisation du secteur froid et climatisation au Burkina Faso et en Afrique. Le secteur est méconnu en fait pour notre public et c'est un secteur qui est en voie de développement. Donc nous voulons promouvoir en fait ce métier afin qu'elle puisse profiter à l'ensemble de la population de notre pays et toute la population africaine. Pour y arriver, CICRO 2023 prévoit une série de panels pour réfléchir sur la contribution du secteur au développement des pays africains. Un salon qui suscite de nombreuses attentes du gouvernement burkinabé. Les solutions qu'offre le froid dans la conservation des produits agricoles et de la viande méritent le soutien de mon département. Je peux dire que le secteur du froid est un potentiel dormant pour l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre le chômage. Le Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou se tient du 2 au 4 novembre sur le site du CIAO à Ouagadougou. Il est organisé par l'Association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation en partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'Ordre national des pharmaciens, lui, se donne 48 heures pour dégager des pistes de solutions aux problèmes que rencontrent les acteurs dans l'exercice de la profession de pharmacien. Le 9e congrès ordinaire a posé la réflexion sur la résilience du système pharmaceutique burkinabé dans le contexte actuel du pays. Issoufou Kaboré et Karim Bikenga. Tour à tour, Dr Ousmane Bougouma visite d'abord les stands d'exposition, puis s'installe en salle pour l'ouverture de la cérémonie. Bienvenue au 9e congrès de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Ce rendez-vous interroge la résilience du système pharmaceutique et le patron salue ce choix. Le thème qui vient à propos au regard du contexte international
et du contexte national marqué par un défi sécuritaire. Ce contexte pose un défi d'approvisionnement des médicaments dans les régions à fort défi sécuritaire. Le chef du Parlement se félicite du travail de l'Ordre national des pharmaciens. Il réaffirme également l'engagement de la représentation nationale à accompagner l'Ordre pour une pharmacie performante. Pour cela, les professionnels du domaine ont une idée. Il faut investir dans la production locale. Il y a les fruits de la recherche qui sont là, qui dorment dans les tiroirs. Il faut les sortir de là. Et je pense qu'avec une politique nationale optimiste et vigoureuse en matière de production locale, je pense qu'on pourra se soigner allègrement au Burkina Faso. En attendant, ces hommes et femmes reçoivent la reconnaissance de la nation à travers des décorations. Le 9e congrès est associé aux 5e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. D'autres ordres de pharmaciens, comme ceux du Sénégal, du Togo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire, prennent part à l'événement. Retrouvons à présent la réalisatrice burkinabé Augusta Palinfo qui vient de boucler le tournage de son 3e long métrage baptisé Wango. Le film retrace les péripéties d'une jeune fille déplacée interne qui, une fois en ville, a mis tous les moyens de son côté, non sans difficulté, pour réaliser son rêve, celui de devenir styliste. Le clap de fin du film Wango dans ce compte rendu qui porte la griffe de Jean-Eudes Bayala et Moussaki. Clap de fin. Annonce. Annoncé. 95, 1. Et défilé de mode. Le tournage du film Wango est désormais bouclé. Un long métrage de 90 minutes avec pour actrice principale Piga, de son vrai nom Ingrid Sanou. Une jeune fille qui a été dans une ville qui a eu une attaque terroriste. Elle s'est déportée à la capitale et elle a lutté contre vents et marées. Elle, par contre, a refusé de mendier dans la rue, mais elle va tout faire pour réaliser son rêve. Ce film est très important dans ce contexte actuel de crise sécuritaire, pour montrer comment est-ce que nos braves femmes doivent être résilientes face à cette crise, pour ne pas sombrer, pour dire qu'il y a la crise, c'est vrai, mais nous devons travailler à être résilientes pour développer les activités. Dans Wango, on retrouve des jeunes comédiens, mais aussi des doyens comme Gustave Sorgo, Aiketa Yara, Ami Maïga et Mouna Indjaï. Une production qui est soutenue par le Fonds de développement culturel et touristique. C'est un projet qui a été financé à hauteur de 34 millions de nos francs CFA en partenariat avec l'Union européenne. Et c'est un projet innovant parce que ça va venir enrichir donc le paysage filmographique donc au Burkina Faso. Et c'est un projet qui vise la promotion des savoir-faire endogènes. Le tournage du film Wango a duré 1 mois et 1 semaine avec un budget financier de 80 millions de francs CFA. Wango est aussi la contribution de la réalisatrice à l'effort de paix au Burkina Faso. Sa sortie officielle est attendue en janvier 2024. En sport, que peut-on retenir du Tour du Faso aujourd'hui? Eh bien, le sourire était sur les lèvres du public sportif burkinabé. Bouraï Manana, meilleur jeu de la compétition, a mis en poche la 9e étape. Bobo Dioulasso, longue de 126,7 km. Paul Domo, quant à lui, garde le maillot jaune. Le résumé avec Adam Ngiti, Bernard Kombelem et Mariam Ouattara. Le Maroc d'abord. Du 109 sur la ligne d'arrivée du Tour du Faso. Bouraï Manana prend le relais de Paul Domon pour s'offrir une première victoire d'étape, la 6e pour le Burkina. Une arrivée pas des plus simples. Quand on a lancé le sprint, j'ai vu les journalistes et c'est parce que je me tourne et tourner, regarder devant, j'ai vu les journalistes sur la voie. J'ai essayé de freiner, mais comme il y avait plein de vitesse, je n'ai pas pu. Voilà pourquoi j'ai rentré dans les journalistes. Mais je remercie Dieu, il n'y a pas eu une grave blessure. Désormais, le mot d'ordre dans le rang des étalons est simple. Contrôle. Contrôler le reste du marathon tout en surveillant les potentiels fauteurs de troubles.
Le maillot jaune est sous haute protection. Le Maroc est aussi engagé pour des étapes et pour quand même pas creuser l'écart. Et comme notre objectif c'est de contrôler, vous avez vu que depuis Bobo, et quand ils sortent rapidement, c'est aller. Quand ils sortent seulement, les Burkinabés enrayent. Et le Burkina a tout à fait raison d'être vigilant. Pour preuve, le Maroc a été de tous les mauvais coups sur ce parcours. À côté d'Ougou déjà, ils sont 2 à secouer le peloton. Une échappée amorcée par Anouar Ramou et Ibrahim Essabaï prend 10 secondes d'avance. Rodrigue Kouéré se lance alors à leur poursuite. L'échappée est vite annihilée. Ils seront finalement 5 à se lancer à l'assaut du premier point chaud. Rodrigue Kouéré remporte le sprint intermédiaire devant son compatriote Abosolo Kamzon et le Marocain El Hussein Sabaï. Nous sommes à Sogo Sagasso au kilomètre 22,5. Après Sogo Sagasso, Guy Schmitt de la Belgique et Soumaïla Sorgo larguent les amarres, mais ils n'iront pas loin. Le peloton avance groupé jusqu'à Makouniadougou avec le Burkina pour locomotive. À l'entrée de Koumbia, nouvelle échappée. Cette fois-ci, c'est le Mali qui s'illustre pour l'une des rares fois dans ce tour. Lamine Diamoutene maintient les caps et enlève le deuxième point chaud au kilomètre 62. Koumbia. Puis, le groupe est de nouveau en place. Prochain objectif, Houndé. Remi Sowo du Bénin, Jérémy Kosoko du Cameroun et Bourema Nana prennent les devants à l'entrée de Houndé pour aborder le 3e sprint intermédiaire. Jérémy Kosoko l'enlève, suivi de Bourema Nana. Les fuyards sont alors rejoints par le Belge Wouter Rutger et le Marocain Oussama Kafi. L'échappée prend de l'avance sur le peloton. Au moment d'aborder les 10 derniers kilomètres, le groupe maillot jaune a un retard de 45 secondes. 35 aux 4 derniers kilomètres, puis 32 aux 2 derniers. Le sprint final est enlevé par Bourema Nana à pas. L'étape Bobo-Pa n'aura pas été des plus faciles, mais l'essentiel a été fait. Ce n'était pas l'étape la plus simple pour plusieurs raisons. Lorsqu'on arrive vers la fin, on est soulagé, mais en même temps on est stressé, parce qu'on se disait que c'est l'étape qui pouvait nous présenter un défi le plus énorme avant l'apothéose à Ouaga. Et il y a eu cet incident malheureux. Et ce sont des choses qui peuvent arriver sur un tour, même sur les très très grands tours, on en voit. Mais faisons en sorte que ces genres d'incidents ne se répètent pas. Oui, et Isaac Newton l'a assez répété, 10 000 difficultés ne font pas un doute. Ce dimanche, la caravane du 34e tour sera à Sapone pour le dernier emballage, Sapone-Ouaga, encore 112 km. Et la boucle sera bouclée. Nous restons dans les échos du Tour du Faso pour un gros plan sur l'Office national de sécurité routière qui reste fidèle à ses missions. Partenaire du Tour du Faso, l'ONASER se fait remarquer par ses activités de sensibilisation sur les risques d'accidents de la route. Des casques sont offerts aux cyclistes à l'étape de Tinkodgo-Zorgo, dont il était le parrain. Zoom donc sur la présence de l'ONASER dans la caravane du Tour du Faso. C'est avec Adam Guiti, Bernard Kombelem et Jean-Maurice Ouedraogo. Au cœur de la caravane du Tour cycliste international du Faso, une présence est assez remarquable, celle de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Il s'est associé à cet événement sportif majeur qu'est le Tour du Faso pour sensibiliser les populations sur les risques d'accidents de la circulation. Nous continuons d'enregistrer un nombre assez important d'accidents et également donc la gravité. Nous travaillons véritablement à faire en sorte que l'ensemble de la population puisse intégrer donc, les règles liées donc, à la sécurité routière et à les observer. Dans le cadre de son engagement pour la sécurité routière, l'ONASER a décidé de parrainer une écharpe et l'étape Tinkodgo-Zorgo, longue de 115 km 400. L'étape Tinkodgo-Zorgo, c'est l'étape la plus courte. Mais également, nous avons remarqué que sur ce tronçon, c'est un tronçon où nous avons enregistré beaucoup d'accidents. C'est dû au trafic routier, notamment les gros porteurs et également d'autres véhicules. Vraiment, la circulation est très dense et on enregistre des accidents. Donc c'est l'occasion pour nous de profiter donc de ce tour-là pour sensibiliser toute la population vraiment qui emprunte cette voie-là. Menu de son car podium équipé d'un écran géant, des affiches publicitaires et de la sonorisation, l'ONASER rappelle aux populations que la sécurité routière est l'affaire de tous. Pendant le tour, c'est des occasions où les gens vont à vive allure. Donc pour tous ceux-là qui seront donc dans les véhicules,
qu'ils puissent donc porter les ceintures de sécurité. Et pour l'ensemble des populations des villes traversées, c'est de les inviter à porter le casque parce que ça permet donc de réduire la gravité en cas d'accident. Le directeur général de l'ONASER lance par ailleurs un appel à la prudence et à la conduite responsable et respectueuse des règles de la sécurité routière. Et nous reprenons la direction Boukou du Mouhoun pour refermer l'édition. La paisible ville de Biba, reconquise par nos forces combattantes, a été attaquée par des terroristes. La bataille a été rude. Les terroristes se comptaient par centaines, mais la détermination de nos forces combattantes était encore plus forte. Biba, Lanfiera, Moara, Grand, aucun répit pour l'ennemi. Une grande victoire au compteur de nos FDS. Et bon à savoir, les terroristes qui ont réussi à franchir la frontière ont été chaleureusement accueillis par les vecteurs aériens. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Ce jour, 4 novembre, aux environs de 5 heures du matin, une grande bataille a eu lieu dans la boucle du Moun. Biba, cette ville reconquise où les combattants veillent sur les populations paisibles, a été attaquée par plusieurs centaines de terroristes venus à moto et véhicules de combat. Les vaillants combattants ont livré une rude bataille au sol avant l'entrée en action des vecteurs aériens des forces armées nationales. Cible acquise très vite, mais comme si l'ennemi est alerté du danger dans le ciel, il rompt immédiatement le contact et prend plusieurs directions en s'échappant. Les véhicules de combat se mettent sur plusieurs itinéraires et filent vers la frontière. Peine perdue. Plusieurs vecteurs se lancent également dans la bataille. Ils sont verrouillés tour à tour et frappés jusqu'à destruction totale. Ceux qui s'échappaient vers l'Anfira sur leur moto sont également verrouillés. La bataille s'engage au carrefour de Moiragra. Un premier groupe est décimé à ce point précis. Une frappe chirurgicale sur plusieurs motos les met hors d'état de nuire.
Les autres, qui s'étaient camouflés dans les bâtiments de ce village abandonné, vont sortir quelques heures plus tard pour compter et rassembler leurs cadavres, récupérer des blessés dans un hangar pour des soins. Le spectacle est bien suivi. Une fois dans leur cachette avec leurs blessés en grand nombre, un missile les décime totalement. Un autre groupe qui avait pu franchir la frontière sera remis aux vecteurs amis du Mali pour la suite du travail vers Baye. Nos vecteurs aériens, après plusieurs frappes, scrutent toute la zone à la recherche de criminels résiduels et font le constat de cadavres terroristes qui jonchent le sol et les carcasses de véhicules détruits. Les opérations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Et dans le cadre de ces 60 ans, la RTB vous propose de suivre en direct ce soir, spécial kaléidoscopie. Soyez donc au rendez-vous de l'événement. Très belle soirée donc à notre compagnie.